Radio Soupente, la station de Rapin, 100 fois sans loi et sans Courbet, l'émission Araka qui continue avec une artiste espagnole que ma camarade Piquet-Cou a découvert et trouve extraordinaire, ce qui n'est pas tout à fait mon cas. Voilà, en tout cas, qui mérite qu'on lui consacre une émission. Donc, revenu des montagnes et accueilli par une canicule annoncée pour une semaine, je retrouve Robert en mode survie dans sa soupente. Et l'équipe d'Arakai décide à l'unanimité d'éviter le bitume de la capitale et de ne pas se livrer à son aventure hebdomadaire du vendredi dans les musées. Lors de notre visite au musée d'art moderne pour la découverte de la collection du docteur Gérardin, 2 toiles avaient retenu mon attention. 2 œuvres figuratives d'une artiste femme à la facture originale, tant par le trait que par les couleurs. 2 toiles signées Maria Blanchard, première partie du XXe siècle. Ma curiosité attisée, je mène l'enquête et découvre une artiste espagnole qui a toute sa place dans notre émission, une artiste femme trop méconnue, tout ce que nous aimons. Donc pas de catalogue sur son travail dans les bibliothèques avoisinantes, une page Wikipédia et l'achat d'un petit recueil aux éditions Casimiro qui regroupe plusieurs textes d'auteurs, dont Federico Garcia Lorca, et de peintres qui l'ont côtoyé, qui évoquent son travail. Bon, un petit ouvrage que j'ai trouvé plutôt décevant, exactement. À part, justement, un petit début de texte qui est à la fin du livre, et qui s'appelle, c'est Ramón Gómez de la Serna, c'est un peintre qui était dans l'entourage de Maria Blanchard, et donc je vais lire le début qui raconte un peu le début de son histoire. Donc c'est dans un très beau livre qui vient de paraître sur la grande peintre espagnole, son auteur, la comtesse de Campo de Halange, définit le destin de l'artiste dans les paragraphes suivants, qui sont les premiers de sa biographie, d'un trait de plume émouvant. Santander, 1881. Une dame monte dans une voiture tirée par un attelage de chevaux fougueux. À ce moment, les animaux, prêts à partir, font un brusque mouvement d'impatience. La dame glisse et tombe, sans parvenir à monter sur le marchepied. Elle est sur le point de devenir mère. Un enfant est marqué avant sa naissance du sceau de la tragédie. Peu de temps après, la petite Maria est née. Son père appartient à une vieille famille montagnarde. Sa mère est la fille d'un Français et d'une Polonaise. Une grand-mère met dans son sang l'héritage slave, et 30 ans plus tard, quand les critiques examineront son œuvre picturale, ils verront à travers son art la slavilité et l'hispanité de son origine, répétant cette même ancienne avec une lourdeur monotone, essayant peut-être ainsi de démêler le drame singulier de sa vision très personnelle. Dès ses premiers pas, Maria se révèle difforme, elle a donc l'enfance mélancolique des enfants faibles et malades. Des yeux noirs, un regard profond et intelligent, une grande bouche, une expression sympathique, un visage intéressant et attirant, enfoncé entre les épaules. Sans sa malformation, son parcours aurait été normal. L'amour, un mari, des enfants. Mais avec son corps, le hasard a tordu son destin, et Maria, nature rebelle, a dû plus tard faire émerger avec difficulté des noirceurs de son renoncement, son art magnifique, fait à la lumière mystérieuse de ses tendres sentiments. Voilà, donc c'est son père qui lui transmet le goût de la peinture. Elle est encouragée par sa famille et elle s'installe à Madrid en 1902 pour ses études de peinture. En 1909, elle obtient une bourse pour poursuivre sa formation à Paris. Elle s'inscrit à l'Académie Viti, puis à l'Académie Vassiliev. Kees van Dongen sera un de ses professeurs, qui lui transmettra un goût de couleur en tout cas. Elle voyage en Belgique, en Angleterre, avec 2 grands amis peintres, le couple Diego Rivera et Angelina Beloff. Alors Angelina Beloff, c'est une peintre, une graveuse, c'est une Mexicaine d'origine russe qui est illustratrice de livres, auteure pour le théâtre de marionnettes et la première femme de Diego Rivera. La Première Guerre mondiale l'oblige à rentrer un temps en Espagne, son pays qu'elle n'aime plus. Elle enseigne quelques mois à Salamanque et surtout à Madrid où elle partage un atelier avec Rivera et elle se joint aux réunions de Ramón Gómez de la Serna, donc écrivain espagnol d'avant-garde, au café de Pombo, comme de nombreux Parnassois exilés, tels Marie Laurencin, Sonia Delaunay et Fujita. En mars 1915, Gómez de la Serna inclut Maria Blanchard dans l'exposition des peintres intègres qui fait découvrir le cubisme au public espagnol. Donc elle a une première période cubiste et en 1916, la peintre retourne définitivement à Paris. Elle est liée à Jean Metzinger, à André Lotte, à Juan Gris ou encore à Jacques Lipsich.
et elle y vit l'aventure cubiste. Elle expose à l'Effort moderne la galerie de Léonce Rosenberg, qui est un marchand d'art français. Donc voilà, toujours dans ce même petit recueil, ce qu'on dit sur sa vie à Paris. Paris. Peut-être parce que la ville a toujours été le centre tolérant de tout ce qui est grand et de tout ce qui est monstrueux, n'allait pas la regarder de haut et la laisser vivre indifférente à sa forme physique. Toulouse-Lautrec était en homme le pendant d'elle en femme, et vivait admiré et aimé de tous, avec sa barbe et son chapeau melon sur son corps de nain, peignant toujours pour atteindre la toile sur un haut tabouret de bar, cette chaise d'enfant pour nain. Maria vivait dans des ateliers abandonnés dont les dispersés de la guerre n'étaient pas revenus et commençait à peindre des pots cubistes, des casseroles, des moulins à café, des étagères à épices, des buffets, l'anatomie des choses mêlée à l'anatomie des êtres, comme si l'on entrevoyait dans ces tableaux les entrailles que les baïonnettes avaient mises à nu, le tout immergé dans une sorte de marécage entre étangs et sentiers qui avait grandi dans le Paris de ces jours-là. Parce qu'effectivement, avant de vivre à Paris, elle était très moquée partout où elle passait, on la prenait pour une sorcière. Donc après sa période cubiste, elle aura une autre période, c'est un retour à la figuration, où là on va retrouver beaucoup d'enfants, une intimité familiale, quelques natures mortes, et c'est sa toile La Communiante qui sera exposée au Salon des Indépendants en 1920. Elle n'a qu'une élève, Jacqueline Rivière, qui est la fille de ses amis Jacques et Isabelle, et elle expose surtout en Belgique, à travers de longues périodes de problèmes économiques aggravés par la charge de sa sœur et des enfants de celle-ci. Elle devient pieuse dans les dernières années de sa vie, elle songe à entrer au couvent avant de mourir de tuberculose en 1932 et elle est enterrée au cimetière parisien de Bagneux. Liliane Caffin-Mado a publié son catalogue raisonné et la présente comme la plus importante femme peintre à la fois du cubisme et de l'art espagnol du XXe siècle. Et malgré une carrière essentiellement parisienne et une bonne représentation dans les collections françaises, elle est essentiellement connue et célébrée en Espagne et elle a fait partie des pionnières dans l'exposition qui était exposée au Luxembourg en 2022. Donc voilà un petit peu la vie de Maria Blanchard. Oui, parce une vie quand même assez bousculée mais passionnante. Voilà, cette femme qui effectivement, quand on voit les photos, a quand même souffert de sa maladie, de sa difformité tout au long de sa vie. Quoi. Ouais, comme tous les bossus, tous les crochus, tous les nains, ouais, il y a tout un monde comme ça. Ouais. Après, on peut parler de son travail. Toi, tu es plus réservé que moi sur son travail. Non, oui et non. C'est-à-dire que son travail, sa manière, son expressionnisme en quelque sorte, me fait peur. Voilà, j'ai pas peur de l'expressionnisme allemand. Pourtant, il y a eu des fameux et puis des fameuses. Mais l'expressionnisme de cette peintre espagnole pour moi, est un peu glaçant, est un peu, voilà, on a l'impression qu'elle peint des cadavres, en quelque sorte. Mais c'est pas répugnant. Mais pour moi, ma sensibilité, elle est un petit peu, elle est un peu en recul, quoi, quand elle est devant des images de cette peintre. Je reconnais que c'est quelqu'un qui a une personnalité très forte. Une fois qu'on a vu une de ses peintures, on ne peut pas oublier sa peinture. C'est pas une peinture qui passe comme ça, comme d'autres de barbouilleurs anonymes. Non, pas du tout. C'est comme tu le dis très bien, toi, t'éprouves vraiment beaucoup d'intérêt à la regarder. Tu la ressens d'une manière très différente de moi, beaucoup plus positivement. Mais oui, je suis pas, comment dirais-je, c'est pas une peinture qui me transporte de bonheur, si on peut dire ça comme ça. Mais je reconnais que c'est quand même une personnalité, elle a un caractère, elle a une personnalité indéniable. C'est pas du tout un truc passe-partout. Et alors effectivement, dans ces couleurs, il y a un ton métallique qui est omniprésent. Ça. Et ouais. ça, c'est quelque chose. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça. Et je pense que c'est ça qui m'a marqué. Alors, je l'ai plus perçu dans les toiles que j'ai regardées après. Alors malheureusement sur Internet et pas dans des expositions. Mais déjà, c'est vrai que ces deux toiles, là, les deux orphelins et l'enfant au canotier, m'avaient vraiment marqué parce que je trouve que c'est des
des couleurs et des formes qu'on ne voit habituellement pas. Parce que même dans sa figuration, il y a un mélange d'angles et de rondeurs. Elle peut faire des femmes qui allaitent avec des seins complètement ronds, comme des ballons pratiquement, et en même temps des traits de visage qui peuvent être anguleux par moments. Et effectivement, il n'y a pas la douceur, ça je suis bien d'accord. Non, c'est pas seulement une question de douceur, c'est une question de couleur aussi. On a l'impression qu'elle peint sur du zinc. Voilà, il y a quelque chose de zinc là-dedans, quoi. Voilà, c'est vraiment rigide. Il n'y a pas de mollesse, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de. Des enfants normalement. Enfin, je ne parle pas des enfants du Quattrocento, parce que là c'est une catastrophe, mais les enfants de peintres contemporains ou modernes, il y a une tendresse, il y a quelque chose, quoi. Là, il n'y a rien, c'est vraiment... ça me fait penser un petit peu à ces personnages là la famille Adams, voilà. C'est un petit peu ça pour moi, là, les personnages de la peinture de cette artiste espagnole, la famille Adams. Alors c'est vrai, oui, non, mais elle a fait beaucoup d'enfants, et effectivement, ces enfants, par exemple, ce tableau qui a été un des premiers exposés, qui s'appelle La Communiante, oui, cette communiante, elle peut être effrayante. Hein, oui. je suis d'accord, parce qu'elle a un visage qui est pas un visage de jeune communiante. Bon, elle a sa robe blanche, elle a son voile. Ouais, elle fait fantôme. Oui, il y a quelque chose d'assez angoissant quand même. Oui, hein, je suis complètement d'accord. C'est peut-être ça qui m'attire aussi, c'est que c'est cette originalité de facture, justement. Tu commences à me donner des frissons, hein, parce que tu as des goûts quand même assez morbides, je dois dire. Mais bon, la morbidité, moi voilà, je crois que c'est le terme que je peux employer, mais sans du tout d'ironie, sans du tout d'arrière-pensée un peu glauque, mais la morbidité de sa peinture n'est pas attirante pour moi, voilà, c'est même repoussant pour moi. Parce que bon, j'ai un côté chez moi un petit peu, je suis pas... Oui, oh là là. Ouais, là, il y a un tableau, c'est deux sœurs qui se tiennent par l'épaule, et puis l'ivrogne qui est qui est attablé. Voilà, c'est comment on pourrait appeler. Maintenant, avec ces histoires d'humanoïdes, voilà, c'est la peinture humanoïde. Voilà. L'intelligence, l'IA pourrait faire de la peinture comme ça. Et donc, oui, c'est aussi ça qui fait qu'elle est marquante. Oui, donc, bien sûr. C'est une personnalité. Il y a une personnalité dans son travail. Mais cette personnalité qui tend vers le néant, moi, ça me fait un peu peur. Ouais, moi, c'est vrai que j'y vois pas le néant, parce que je vois, par exemple, là, il y a la charrette à glace. Bon, c'est un petit garçon qui vient d'acheter une glace et qui passe devant ces petites charrettes qu'on voyait dans les rues, là, avec les couvercles un peu métalliques. Oui, mais même là, où il y a du rouge, il y a du rose, il y a des choses, des tons un peu pastels, etc., mais il y a quand même une fixité, une rigidité, un peu comme... oui, non, c'est une peinture plus fantastique qu'autre chose, quoi, voilà. On est toujours on a l'impression d'aller dans un autre monde, voilà, de côtoyer un monde parallèle où les choses sont complètement déformées à l'envers de ce qu'on voit dans le monde réel, voilà. Parce que j'ai jamais vu dans le monde réel là, ce qu'il y a à côté de ce petit garçon qui mange une glace, il y a le vannier, et là c'est dans des tons verts, des choses un peu bronze, un peu cuivrées, etc. Il n'y a rien de réjouissant, je veux dire. Non, vraiment. Parce que pour moi, l'image du vannier, c'est une image assez emblématique de la campagne, des métiers d'antan, etc., avec une certaine gentillesse, quelque chose. Là, pas du tout. Là, c'est assez... Et puis il y a un bébé en plus au pied du vannier là, qui a une tête vraiment. Bref, non, il y a quelque chose de très morbide dans son travail. Oui, qui va effectivement avec, je pense, la vie qu'elle avait, bien tant sûr, physiquement, mais... ses difficultés financières. Enfin bon, en tout cas, pour moi, c'est une peintre dont il fallait parler, il faut la faire connaître, parce que elle se démarque dans le paysage qu'on voit habituellement justement au musée d'art moderne. Je trouve que ces deux toiles étaient très différentes de tout ce qu'on pouvait voir à côté, quoi. Mais curieusement, parce que ta personnalité, enfin tes goûts, enfin ça correspond pas du tout à toi, quoi. Voilà.
C'est très curieux. Et moi, j'admire cette facilité avec laquelle tu passes des émotions d'une peinture à une autre, qui peut être exactement le contraire de la précédente, voilà, et avec comme ça un naturel. Moi, je peux pas. Ouais. Voilà. Mais après, c'est vrai que dès qu'il y a de la figuration, j'ai quand même une attirance par l'humain. L'humain m'attire, quelle que soit sa représentation, même si effectivement les visages sont un peu anguleux, durs, creusés. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui reste de sa période cubiste. J'ai vu ces représentations de tableaux cubistes que sur Internet. Bon, c'est vrai que nous, on a le cubisme, on a beaucoup de mal et j'arrive pas à avoir de l'émotion. Alors, ce qui est drôle, par contre, à propos de ça, c'est que je crois qu'elle a fait un tableau qui s'appelle L'enfant au cerceau. Et la personne qui a travaillé sur son catalogue raisonné, sur son travail, dit que Picasso aurait bien pu s'en inspirer. Oui, non, mais s'inspirer, non, comme il disait, je ne copie que les meilleurs. Voilà. Voilà. Donc ça m'a fait sourire. Mais bon, moi, le cubisme, effectivement, j'ai un peu de mal à avoir l'émotion suffisante, à y voir tout ce qu'on... Et contrairement à tout, c'est le cubisme de Picasso qui, à mon avis, qui, pour moi, serait le plus humain. Curieusement. Parce qu'il a un cubisme, Picasso, un peu brinzingue. Voilà, c'est pas figé, c'est pas... Voilà, c'est... Oui, comme sa personnalité, parce que Picasso, on en fait des tonnes, on en fait le génie, le machin, il est génie, rien du tout, pour moi en tout cas. Mais c'est un bricoleur de génie. Voilà, ça oui, on peut dire ça. Il a bricolé en piquant à tour de bras autour de lui, ses amis peintres, etc. Il les a pillés d'une manière éhontée. Il a réussi à en faire quelque chose de Picasso. Voilà, c'est assez difficile à mon avis comme exercice, mais il l'a réussi d'une manière magistrale. Et ce côté-là, j'aime bien, bricoleur de Picasso. Il a touché à tout, à la sculpture, à la gravure, à la peinture, à la musique même, à la poésie, beaucoup aux femmes aussi, aux corridas, les choses la plus horrible que la corrida, ça n'existe pas. Voilà. Et il a fait aussi Guernica, mais grâce à Et faire la découverte, ou faire découvrir Maria Blanchard, oui, qui est quand même représentée donc au musée d'art moderne. Alors, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que le musée Pompidou, quand ils ont fait une exposition sur le cubisme, l'a complètement oublié. Donc oui. là, on peut. Non, mais Pompidou, hein, sous toute réserve, hein, parce que c'est peut-être le musée parisien le plus chiant qui existe. Bon, moi je suis pas complètement d'accord, je trouve que leurs collections permanentes sont quand même plutôt intéressantes en général. Bon, de toute façon, pour l'instant, Pompidou s'est fermé pour quelques années. Voilà. Donc Maria Blanchard, si jamais au cours de vos pérégrinations, vous avez l'occasion de voir quelques toiles, Poitiers a acheté une toile, donc il y a le musée d'art moderne qui en a. Donc voilà, il faut ne pas hésiter à aller voir son œuvre. Sinon, je mettrai des liens sur ce qui est visible sur Internet. Bon, c'est peu de choses, mais c'est déjà ça, quoi. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse.
hago mía las faltas, siento en mí a cuanto sufren y canto respirando. Cante, cante, cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Les expositions, donc Henri Rousseau, l'ambition de la peinture, c'est à l'Orangerie jusqu'au 20 juillet, Caroli Ferenzi, modernité hongroise au Petit Palais jusqu'au 5 septembre, Giovanni Segantini, je veux voir mes montagnes, c'est au musée Marmottan jusqu'au 16 août, Ada et Otto Fenris au cœur des avant-gardes, c'est au musée de Montmartre jusqu'au 13 septembre, L'étoffe des rêves à la Halle Saint-Pierre jusqu'au 31 juillet, Leonora Carrington au musée du Luxembourg jusqu'au 19 juillet, Lee Miller au musée d'art moderne jusqu'au 2 août, Sylvie Zampolini, dite Zampo, Insectomania jusqu'au 2 novembre, c'est au Temple-sur-Lot, Henri Taylor au musée Picasso jusqu'au 6 septembre, Diseuse de silence, c'est à la Fondation Villa d'Atrice, c'est de la sculpture contemporaine jusqu'au 13 décembre, c'est dans le quartier de Philippe-Auguste Monte Cristo dans le 11e arrondissement. Et j'ai ajouté un lien avec les stages d'été et d'automne proposés par Agnès Dubart. Le culturel de la semaine. Oui, alors j'ai pu regarder pour je ne sais pas combien de fois sur la chaîne publique Sénat, LCP, un doc sur les premiers congés payés de 1936 avec Blum. Voilà, un socialiste qui donnait du contenu au socialisme. Depuis, ça a été un peu perdu de vue par les successeurs. Enfin bon, les congés payés avec les auberges de jeunesse, de Giono par exemple, c'était les auberges de jeunesse les plus avant-gardistes. Puis il y a eu plein. Alors on voit les épopées du tandem. Le tandem, c'était vraiment le luxe suprême pour les classes populaires. Moi je me souviens, quand j'étais enfant, des couples en tandem. Oui, vraiment, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Une tante et un oncle qui faisaient du tandem, enfin tout le monde faisait du tandem. Voilà, on voit les premières colonies de vacances organisées par la CGT, le PCF. On envoyait c'était les premières colonies de vacances où les enfants des banlieues industrielles voyaient pour la première fois la mer. Voilà, c'est vraiment, il y a une espèce de joie de vivre, une espèce de où on chante dans les rues de Paris. Il y a des petits baloches à tous les coins de rue. Dans les usines, c'est aussi la kermesse perpétuelle pratiquement. Voilà, c'est le suicide du grand patron. Voilà la gueule des patrons, ils n'étaient pas vraiment joyeux. Voilà, surtout qu'ils devaient payer des vacances à leurs ouvriers. Vous vous rendez compte, une semaine sans rien foutre, c'est invraisemblable, c'est pas possible. C'est ce qui peut expliquer aussi peut-être après ce que je veux dire, la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'était pour remettre un peu les pendules à l'heure dans le monde ouvrier. Ouais. Et c'est vrai que nous, on avait vu pas mal d'expos photos où il y avait Dina Verny qui était là à l'époque. Il y avait André Jamet qui est un des quatre barbus, et on les voit, il y a plein de photos où ils sont dans les premières auberges de jeunesse, on voit les filles qui resplendissent en short, en t-shirt, enfin c'est toujours très touchant, quoi. Avec leurs soquettes. Ouais, ça on les a vus plusieurs fois, ces photos.
Non, oui, vraiment, c'est aussi en quelque sorte les premiers pas du nudisme sur les plages aussi, de cette liberté des corps, quoi, voilà, qui était, parce que on a des photos de ces années-là où encore les dames sont en robe pour entrer dans l'eau, enfin bon, mais là par contre on est en slip de bain, les femmes ont aussi des maillots de bain, comme les, voilà. Elles montrent la presque totalité de leur corps, sauf les parties intimes, mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mais on peut dire même très contemporaine, très moderne, voilà. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas les bagnoles qui polluaient les routes de France, c'était les tandems. C'est quand même autre chose que les bagnoles. Effectivement. Alors, moi, j'ai vu un film que j'ai emprunté à la médiathèque de Montreuil qui s'appelle L'Attachement. C'est un film qui était sorti il y a en 2024 et que j'ai loupé, un film de Karine Tardieu. Et en fait, c'est un film qui est adapté d'un roman d'Alice Ferney qui est très touchant, justement. C'est Sandra qui est une quinquagénaire, elle est célibataire, elle a une librairie féministe et elle est voisine de palier avec un couple. Et en fait, le matin, la femme du couple va partir, ils ont un petit garçon, la femme va accoucher de cet enfant et en fait, le couple s'en va et en fait, elle garde ce garçon le temps de l'accouchement. Et en fait, quand le papa revient, c'est un drame parce que l'accouchement s'est mal passé, la maman est morte. Donc, il va y avoir tout un attachement justement qui va se produire entre cette libraire indépendante féministe et ce petit garçon et son papa, alors qu'elle n'était pas du tout dans cette idée-là d'avoir des attachements. Et c'est Valéria Bruni-Tedeschi qui joue ce rôle. Et je l'ai trouvé vraiment extraordinaire, d'une justesse à chaque moment, même dans sa relation avec le papa, avec ce petit garçon. Et en fait, ce petit garçon n'est pas c'est pas son fils à lui, c'était son fils à cette femme qui est décédée. Donc lui, en fait, après, il y a le vrai papa qui va aussi arriver qui va être dans cette histoire, qui va vouloir un peu récupérer son fils, alors que lui, qui est son père adoptif, en fait, c'est aussi beaucoup attaché à ce petit garçon qui joue avec une maturité assez impressionnante, qui a des réflexions incroyables. Vraiment, c'était un film qui m'a énormément porté. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très très juste à tous les moments, quoi, dans cette façon justement comment on peut s'attacher. Et en fait, l'attachement, c'est quelque chose de très particulier. C'est là où c'est que ça me fait penser au Petit Prince qui apprivoise la rose, oui, justement, ou le renard. Non, c'est pas le renard. Ah oui, non, c'est le renard qui apprivoise le petit Voilà, garçon. et qui dit maintenant que je suis apprivoisée, tu peux pas me laisser, quoi. Et il y a vraiment quelque chose de cette relation-là. Donc c'est vraiment un très très beau film. Donc voilà, j'ai vu ça et j'ai lu un livre. Là, j'étais à la montagne dans la vallée de la Clarée. La vallée de la Clarée, c'est à Névache et c'est vers Briançon. Et j'ai découvert dans une librairie indépendante un livre d'Émilie Carle. Dans un petit village de Bouzeux, une librairie indépendante. Voilà, c'est une petite librairie super tenue par une femme qui a vraiment des beaux bouquins, beaucoup sur la montagne, quelques bouquins sur Gaza. Donc ça m'a en fait donné encore plus envie de soutenir sa librairie. Et là, elle vend un livre d'Émilie Carle qui s'appelle La soupe aux herbes sauvages. Un livre que j'ai regardé au début d'un peu de loin parce que j'avais pas vu le petit sous-titre une vie de courage. Et en fait, des gens du coin, des vacanciers qui sont là depuis 40 ans, m'ont pris en stop pour m'emmener un peu plus loin dans la vallée et ont dit, mais Émilie Carle, c'est celle qui a sauvé la vallée de la Clarée. Et en fait, du coup, j'ai eu envie de découvrir le parcours de cette femme qu'elle raconte dans ce livre, là, Une soupe aux herbes sauvages. Elle est née en 1900 et elle est décédée en 1978. Et effectivement, c'est une vie de courage. C'est-à-dire qu'elle est née donc dans la Val-des-Prés, qui est entre Briançon, un petit village entre Briançon et Névache, d'une famille, il y avait 6 enfants. Un père qui se retrouve veuf quand elle a 4 ans, sa maman à 36 ans meurt foudroyée, le père se retrouve avec tous ses enfants, dont une petite dernière qui était encore allaitée, donc des voisines se sont aidées pour l'allaiter le temps de trouver une nourrice. Et en fait, Émilie Carle va grandir dans ce milieu avec un travail à la ferme continuel. Elle va à l'école, elle est très douée, donc en fait, ses instituteurs veulent la pousser à passer son certificat et à la faire devenir institutrice. Donc, ce qui ne plaît pas forcément à la fratrie et au père, parce que c'est quand même de la main-d'œuvre en moins quand elle va à l'école.
Mais elle arrive à travailler le matin, travailler le soir. Après, elle va à Briançon, elle va à pied, elle fait 7 kilomètres aller-retour. Enfin, il y a des vies qu'on n'imagine même pas. Il y a la vie de son père, un père qu'elle admire, qui a vraiment géré sa famille. Il y a ses frères, après, qui vont partir à la guerre. Et en fait, elle va développer une intuition de la direction à prendre dans la vie qui m'impressionne. C'est-à-dire que elle va comprendre ce que peut être ce qu'est la guerre, pourquoi on envoie ces gens là qui arrivent en 14 faire la guerre. Elle dit quand la guerre de 14 arrive, les cloches sonnent et en fait ils sont tellement éloignés de tout qu'ils ne comprennent même pas que c'est la guerre. Ils disent c'est pas les cloches d'un mariage, c'est pas les cloches d'un enterrement. En fait, ils sont complètement perdus. Après, ils vont vite comprendre quand quand la mobilisation va arriver. Quand les gendarmes vont arriver. Voilà. Et donc ça, elle va comprendre. Quand son frère aussi va revenir une fois en permission, il lui raconter les horreurs de la guerre et elle va remettre en doute même tout ce qui est la démocratie, cette fausse démocratie où elle voit un maire qui distribue des bulletins de vote. Enfin, comment votent les paysans. Donc elle va être institutrice. Elle va faire en sorte que tous ses élèves apprennent à lire, à écrire. Elle va monter à Paris, elle va faire la rencontre de Jean Carl, qui est lui dans des milieux libertaires et pacifistes. Donc elle va s'éveiller à tout ça, la littérature prolétarienne. Ils vont finir par se marier, lui est ouvrier. Un mariage qui va pas être évident, parce que quand même si ce jeune homme arrive dans son village et va faire des tas de travaux dans la maison, le papa dit oui mais il est pas paysan, il possède rien quoi. Donc oui, parce que chez les paysans, il fallait que les filles se marient avec des héritiers. Mais en fait, elle va passer toute sa vie justement en ayant des idées sur l'éducation, ce qu'on appellerait aujourd'hui de la pédagogie active et alternative, en mettant vraiment l'enfant au centre de l'éducation. Elle va raconter ses premières mutations dans des endroits où il faut sonner la cloche pour que les enfants viennent, et les enfants souvent viennent pas parce qu'ils travaillent au champ. Enfin, il y a vraiment une évolution, enfin moi qui m'a complètement bouleversée. Et en fait, elle va faire plusieurs combats. Après, son compagnon, au bout d'un moment, elle se retrouve veuve. Et son dernier combat, ce sera justement de sauver cette vallée de la Clarée. Quand il y aura, donc elle a 76 ans, il y a un projet d'autoroute entre la vallée de la Clarée et Turin, ce qui mettrait complètement, ce qui polluerait tout l'espace. Enfin, cette vallée de la Clarée, c'est une vallée absolument magnifique. Et il y avait même, je crois, des mines d'uranium qui n'ont pas été exploitées. Et donc, elle va, à 76 ans, mobiliser tout le village, tous les gens qu'elle connaît pour faire des manifestations et faire en sorte que cette autoroute n'aboutisse pas. Et c'est absolument fantastique. Moi, ça m'a complètement séduite, cette femme dont moi, j'en avais jamais entendu parler. Apparemment, le livre, elle est décédée en 1978. Quand le livre est sorti, je pense on en a parlé, parce que j'ai une de mes amies, quand elle a vu ce livre, elle me dit, ah bah tiens, c'est marrant, parce que ma mère le lisait, donc dans les années 80. D'après la quatrième de couve, il a été tiré à des millions d'exemplaires. Non, mais c'est une femme extraordinaire, vraiment, qui savait absolument nous, on a plein d'affinités. Elle a rencontré Louis Lecoing, son mari donc était pacifiste. Quand il y a eu des... Louis Lecoing, je rappelle aux chers auditeurs, qui a fait voter la loi des objecteurs de conscience. Voilà, après 52 jours de jeûne. Oui. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu Louis Lecoing, parce que j'ai été manifesté à ses côtés avec d'autres camarades. On a été manifesté, c'était rue de Rivoli, justement pour cette histoire d'objecteurs de conscience. Voilà, et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers contacts avec le mouvement libertaire. Ah ouais. Et donc elle était vraiment là-dedans. Et alors c'est ça, c'est une vie d'engagement. Avec elle a une sœur qui a eu un mauvais mariage, qui a été plus ou moins internée par moment, qui a eu des enfants. Elle a récupéré les enfants de sa sœur. Donc voilà, enfin, on a l'impression qu'elle a donné, mais elle a donné tout ce qu'elle pouvait, toute sa vie, et en toute simplicité. C'est-à-dire qu'elle a fait ce qui lui semblait être la bonne chose au bon moment, et c'est extraordinaire, quoi. Ce qui est l'ordinaire de presque toutes les femmes, par ailleurs, qui sont inconnues du monde entier, mais les femmes qui élèvent les enfants, qui travaillent en plus la plupart du temps maintenant, tout en élevant les enfants, etc. Voilà. Et elle pointe en fait en plus tout ce qu'était la vie au début du XXe siècle dans les campagnes et les montagnes. C'est-à-dire que même avec ces enfants qui mouraient des fois très jeunes, la vie d'un enfant, elle n'avait pas tant de valeur. Enfin, non, c'est vraiment... elle replace bien, c'est bien mis dans le contexte en fait. Un enfant pouvait tomber malade, il pouvait mourir, il pouvait avoir un accident. Enfin. D'ailleurs, moi j'ai connu dans le petit village de Bigorre, là, il y avait des enfants de l'assistance publique
qui étaient placés chez les paysans, il fallait voir dans quelles conditions ils vivaient. C'était absolument terrifiant. C'est pour ça qu'elle a récupéré les enfants de sa sœur, parce qu'elle ne voulait pas qu'ils soient placés à l'assistance publique, quoi. Et comme on ne pouvait pas séparer la fratrie, elle a récupéré tous les enfants, quoi. Non, c'est un très très beau livre. C'est vraiment, il y a les chapitres sont assez courts et c'est vraiment tout ce qui s'est passé entre 1900 à peu près, tout ça entre 1900 et 1978. Quoi. Elle raconte ça. C'est un témoignage en fait. Oui, bien sûr. Non, bien. C'est comme ça, on découvre des héroïnes de la vie. Voilà, une petite librairie indépendante dans un village de bouseux montagnards. Moi, je n'aime pas bouseux, j'aime pas ce terme bouseux. Voilà. Moi, je l'emploie parce que j'ai vécu la bouse. Bon. Voilà. Donc, en tout cas, cette vallée de la Clarée est absolument magnifique et merci, Émilie Carr, de l'avoir préservée. Et tout de suite, le salut aux Amanches, Claude et André de la Lancion, Claude et William du Poteau de Brest, la Croisette, les Palmiers, enfin, vous connaissez le refrain. Jean-Paul Souvrage, un grand peintre de Cleux-Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque. Thierry Morciot, alors, un monument de la gravure bruxelloise. Sophie Villoutrex-Brageux, de la gravure versaillaise. Alice Amoroso, de la gravure parisienne. Rosie Lulas, aussi parisien, avec un nom pas parisien, mais parisien. Agnès Dubart, en relégation en Bretagne Sud, après l'avoir été en Ariège, après avoir quitté Lille, où on a fait sa connaissance. Juliette Planck, en relégation à Rochefort-sur-Mer, après avoir habité longtemps Paris. Montreuil, Paris. Ah, pas pareil. Ouais, bon, maintenant c'est difficile de faire la différence. Corinne, Emmanuel et Fredo, ainsi que Sabine, petite quadrature, voilà, d'artistes, illustrateurs, peintres, poètes, sculpteurs. Colette et Odon, un couple mythique, voilà, qui est aujourd'hui reparti rejoindre le grand ordonnateur des pompes. Colette, à qui peignait sur... non, c'est pas Colette qui peignait, non, c'est Odon qui était un plasticien qui travaillait les cordages, les papiers, etc. C'est quelque chose de magnifique. Jacqueline et Raymond Imbert, Jacqueline, oui, peignait sur verre, et Raymond Imbert, son mari, était le chaînon manquant entre la figuration et l'abstraction. Et en même temps, un grand collectionneur d'objets anciens, d'outils anciens, du passé, quoi, voilà, ils avaient tous les deux créé un musée à Anduze, là, dans leur petit bled bourguignon, magnifique. Ils avaient consacré toute leur vie à édifier ce musée de mémoire des sociétés passées, et des sociétés surtout paysannes et artisanes du passé, avec leurs outils, avec leur manière de vivre, etc. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, qui est aussi, elle, qui a pris le trimar, elle aussi. Claudine et Laurence, Claudine plutôt, une amie à ma camarade Piquécou, et Laurence, une écrivaine de polar, dont la sœur était son alter ego dans l'écriture et qui a malheureusement aujourd'hui tiré sa révérence, qui a laissé Laurence toute seule devant les pages blanches. C'est pas un truc très très drôle. Dominique Paladardouin, une grande galériste parisienne qu'on aimait beaucoup et qui elle aussi a pris son petit baluchon et puis est allée rejoindre tout ce petit monde dans des lieux qu'on espère pour eux accueillants. On ne se fait pas trop d'illusions, mais enfin bon, puisque comme nous sommes des mécréants notoires, on ne croit pas trop à la vie éternelle. Marie Degnaud de la galerie Kaléidoscope, bien vivante, qui organise des expos dans son lieu, où les 6 messes sont garnies
d'œuvres qui tiennent les murs. Antoine Manoury de Palamsui, un petit trio, quartet de musicos, voilà, inconnus du monde entier, mais que ma camarade Piquegou connaît par contre. Voilà. J'espère un jour les voir ou les entendre, mais bon, depuis qu'on se connaît, ça fait plus d'une quinzaine d'années, je n'ai toujours pas écouté ni rencontré ces gens-là. Florence, une présentatrice de 3 émissions dans une radio ONI, qu'on a bien connue, qui anime donc 3 émissions dédiées à l'enfance et aux parents de ses enfants. Voilà, une ancienne institutrice qui sait de quoi à cause. Et Anna Sinoraska, une peintre polonaise dont on adore le travail. Voilà, j'ai tout dit. Et je vous salue, les camarades et auditeurs. Peut-être à bientôt, je ne sais pas trop quand, si on survit à ce qui nous attend après-demain. Voilà, il paraît que la canicule, c'est pas tout à fait terminé. Ouais, salut à tous. Et tout de suite, Mélismel. Malgré l'écran suette une néance, et pour mieux nous manger enfants, et les silences, et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut pardir, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue l'enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire, jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.
faut vivre.